Peut-être que effectivement ça enregistre par le micro. Merci, merci du rappel. Au bout de la troisième journée, je commence à oublier les choses. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présent de si bonne heure au château, dans cette belle chapelle basse Saint-Saturnin. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette rencontre avec Pierre Demullenaere. J'ai bien prononcé? C'est ça, Demullenaere, oui. Pierre. Parfait. Et je suis très heureux de vous présenter ce travail, qu'à la limite, je peux peut-être faire passer. Je vais vous demander, si vous voulez bien. Comme ça, vous pouvez le regarder. Je pense tout de suite à vous dire que des exemplaires du recueil sont sur le stand de la librairie du Centre Wallonie-Bruxelles, que je remercie en général. Merci Pierre qui est présent au premier rang pour la programmation qui a été montée pour ce festival, pour cet entretien en particulier, et puis pour me faire confiance sur ce point. C'est une collaboration très agréable pendant tout le courant de l'année, et je vous remercie beaucoup. Alors, nous allons parler ce matin, on va très rapidement se téléporter de la chapelle basse de Fontainebleau jusque dans les confins du Congo, avec ce recueil Thunder and Lightning, recueil de bois gravé, on en reparlera, composé des gravures réalisées par Pierre Demullenaere, donc des bois gravés qui s'inspirent librement du récit Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. La première question, moi, qui m'est venue, alors c'est peut-être, tout le monde n'est peut-être pas précisément au fait de la technique du bois gravé, donc j'avais deux questions en une pour débuter cette conversation. C'était d'abord d'expliquer un petit peu en quoi consiste la technique du bois, enfin de la gravure sur bois, et ensuite pourquoi cette technique. Est-ce que c'est quelque chose est-ce que le recueil est venu de la technique, c'est-à-dire en gravant, vous avez eu l'idée de l'utiliser ou est-ce qu'en lisant Au cœur des ténèbres, vous avez eu l'idée de vous dire, tiens, cette technique irait bien pour raconter ce que j'ai envie de raconter? Bonjour à tous. Un grand merci de me recevoir aujourd'hui pour parler de ce travail. Donc la technique du bois gravé est en fait une des techniques les plus anciennes de reproduction d'images. C'est une technique relativement, disons, simple, c'est-à-dire que vous travaillez sur une planche en bois. Dans mon cas, je travaille avec du magnolia japonais, sur laquelle vous dessinez. Et puis avec des instruments qu'on appelle des gouges, qui sont des instruments en métal très coupants, très dangereux d'ailleurs, enfin qui peuvent être dangereux. Il faut faire attention au début, surtout quand on apprend. Il s'agit de creuser dans le bois. L'idée, c'est de créer une image par inversion. La particularité, je trouve, de cette technique, c'est l'idée d'une double inversion. Donc, le noir devient le blanc devient le noir, et l'image est inversée de gauche à droite. Donc, pour pouvoir créer une image, il faut en quelque sorte intégrer l'idée de la double inversion au moment de la dessiner pour pouvoir obtenir l'image qu'on désire. C'est une technique que j'ai apprise en fait en développant ce travail sur Le cœur des ténèbres de Conrad. Je dessinais depuis un certain nombre d'années, et au moment où j'ai décidé de travailler ce livre de Conrad, j'ai réfléchi à la technique qui me semblait la plus intéressante, disons, pour explorer ce travail, et j'ai donc décidé d'apprendre la technique de la gravure sur bois. D'accord.
Donc vraiment, l'histoire a entraîné la formation et le médium. Et alors, particulièrement, est-ce que c'est la totalité? Est-ce que c'est je ne sais pas, le rapport au bois? Est-ce qu'il y a un détail particulièrement, ou c'est quelque chose qui est venu d'une idée de narration? On en reparlera, enfin de composition du recueil. Enfin, ce qu'il y a Par rapport à la technique, par rapport vous à la voulez dire? technique, finalement le moment où vous vous êtes dit, tiens, voilà, c'est En fait, vraiment. il m'a semblé qu'un des enjeux du Cœur des Ténèbres, quand on le lit aujourd'hui, c'est qu'il quelque part, il montre un moment de l'histoire où il y a deux mondes qui sont en conflagration, c'est-à-dire qu'il y a la société traditionnelle d'un côté, avec sa pratique de la magie, sa pratique rituelle, et puis il y a, disons, l'homme blanc qui débarque avec la technologie qui lui permet de faire ce qu'il va faire en Afrique et au Congo, c'est-à-dire singulièrement l'arme à feu, en fait. Qui lui permet en quelque sorte de maîtriser la magie de la société traditionnelle. De ce point de vue-là, il m'a semblé que la gravure sur bois permet une approche qui est en quelque sorte pré-technologique. Et j'ai pensé que c'était un bon moyen de l'apprendre pour essayer de en quelque sorte toucher ou en tout cas d'approcher personnellement par le geste ce monde pré-technologique. Je pense que ouais, ça c'est tout. Voilà, la technologie. Exactement. Il vaut mieux avoir des livres. Ça n'a pas l'air de... Je pense que ça va on l'a relancé. Ah oui, c'était à cause du... Il y a un écran de veille où il est plat. Voilà, parfait. Voilà. Merci. Oui, Internet. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Alors effectivement, toujours continuer sur la question de la technique, vous parlez de magie, il y a quelque chose en parcourant le recueil qui m'a frappé, c'est presque une question d'apparition dans les pages. Et je trouve que la gravure sur bois, notamment le médium, est vraiment un point qui permet de d'amener cette apparition, ces apparitions. Enfin, j'ai pas fait de la gravure sur bois réel. Personnellement, je fais de la gravure sur lino, donc, mais c'est la même technique, c'est-à-dire qu'on définit une forme et on creuse autour de la forme pour qu'elle soit en relief. Après, on ancre, on ancre la forme qui est en relief et la forme apparaît. Finalement, là, on fait apparaître d'une surface plane, on fait apparaître la forme. Et donc, vous me direz ce que vous en pensez. Pour moi, il y a vraiment un lien entre la technique de la gravure et le fait que les formes apparaissent comme elles apparaissent sur la page. C'est-à-dire les formes noires qui apparaissent sur du blanc, les formes blanches sur du noir. Il y a effectivement, il n'y a que deux couleurs possibles, le blanc ou le noir. Et donc il y a une question d'apparition de la lumière. Alors c'est intéressant ici avec la lumière dans le vitrail. Il y a tout est question finalement de lumière. J'ai choisi d'appeler ce livre Thunder and Lightning, donc le tonnerre et les éclairs. Ça vient d'une phrase du livre dans laquelle un assistant de Kurtz, donc cet homme qui finalement se prend pour un dieu au fond de la jungle et qui a servi les populations locales à sa propre volonté. Donc son assistant explique au narrateur que Kurtz est venu avec le tonnerre et les éclairs et que, en conséquence, les populations locales quelque part l'ont pris pour un dieu.
et ont décidé de le suivre parce qu'ils n'avaient jamais rien vu de tel ni d'aussi terrible. Donc je crois que il y a quelque chose de l'arme à feu, de la lumière et effectivement comment disiez-vous, de l'apparition, c'est-à-dire qu'à un moment c'est noir, à un moment c'est blanc, à un moment c'est les deux en même temps. Et c'est un peu comme ça que j'ai conçu aussi la mise en page du livre, c'est-à-dire que j'ai varié des pages complètement blanches et noires afin de, en quelque sorte, créer une sorte d'effet stroboscopique, pourrait-on dire, sur la rétine. Oui, absolument, c'est vraiment ce que ça donne. Et finalement, c'est aussi, sur un plan presque historique, c'est pour des populations qui ont vécu là depuis des centaines d'années, arrive très abruptement l'homme blanc, ses armes, ses volontés. Et là aussi, il y a une forme d'apparition, justement, le fait de prendre course pour un dieu, c'est parce qu'il apparaît aussi d'un coup, sans prévenir, et personne dans les forêts du Congo n'est préparé à son arrivée. On a beaucoup parlé là du Congo, qui est évidemment très présent dans le livre de Conrad, qui est très présent dans l'histoire belge également. Et l'un des points qui m'intéressait quand on en discutait avec la librairie du Centre Wallonie-Bruxelles pour préparer la rencontre, quand je lisais des choses, c'est le travail qui, on en a parlé, donc est librement adapté d'Au cœur des ténèbres, et auquel vous avez ajouté en termes d'inspiration des photographies qui ont été prises, qui sont issues des réserves du Musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren, c'est ça? C'est bien ça, oui. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce lieu? Je sais que j'en profite, faire un petit peu de pub pour le festival, mais cet après-midi, on aura l'ancien directeur du musée qui va venir parler de la transformation et de l'évolution de ce musée. Mais est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce lieu, de l'histoire de ce lieu, et ensuite de la manière de travailler avec ces photos, mais peut-être dans un deuxième temps? Alors, le musée de l'Afrique centrale à Tervuren est, en tout cas, est pour moi quelque chose qui est lié à... c'est un peu un endroit où on allait quand on était enfant, où vos parents vous emmenaient pour voir, découvrir d'une certaine manière l'Afrique. Il est évidemment totalement, inextricablement lié à l'histoire de la Belgique. Il a effectivement été rénové il y a quelques années, il a réouvert. Je suppose que l'ancien directeur pourrait expliquer un peu la philosophie qui a été derrière, si je puis dire, de cette rénovation. Toujours est-il qu'au moment de travailler sur Le cœur des ténèbres, j'ai eu envie de découvrir, d'essayer de comprendre quel était de voir le visage des gens, en fait, de retourner à l'humain d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on se fait beaucoup d'images en lisant le livre, mais finalement, on sait très peu comment ça s'est passé à l'époque, en fin du 19e siècle. En ce qui me concerne, par exemple, à l'école, je dirais, on ne parle jamais de la colonisation. On ne montre rien. Il y a très peu... Et donc, à un moment donné, je me suis dit, comment voir les visages des gens qui ont vécu ça, qui est allé là-bas, comment c'était. Alors, j'ai contacté le musée de l'Afrique, et après un certain nombre de démarches, c'est-à-dire que les archives sont publiques, mais il n'est pas extrêmement simple d'y accéder. C'est surtout conçu pour les chercheurs. C'est pas tellement des archives qui sont faciles à voir pour le grand public, ce que personnellement je déplore. Et donc après un certain nombre de démarches, j'ai pu accéder, disons, à ces archives qui sont assez phénoménales. C'est-à-dire qu'il y a plus de 500 000 photographies qu'ils ont rassemblées au fil des années.
qu'ils ont reçues, de succession, qui datent de l'époque. Enfin bon, ça c'est toute la question de la photographie à la fin du XIXe siècle dans l'entreprise coloniale, qui est une question en tant que telle, hein, qui est vraiment très intéressante. Mais donc pendant une semaine, j'ai pu consulter ces archives. Alors une partie a été numérisée, donc vous avez accès à un ordinateur sur lequel vous pouvez faire des recherches. Et donc j'ai passé du temps à voir ce qui était visible, à regarder. Et j'ai pu, pas partir, mais enfin demander des copies d'un certain nombre d'images, 200, 250. À partir de ça, ça a été un travail de beaucoup regarder ces images et effectivement de m'en inspirer pour faire des gravures. C'est-à-dire que ce ne sont pas des copies, évidemment, de ces photographies, mais ce sont parfois des détails ou des vues ou des visages. Enfin, l'idée, c'était surtout d'essayer de voir des expressions, disons. Et c'est intéressant parce que ça amène une forme de, je ne vais pas dire de réalisme, mais de réalité dans un récit qui est celui d'Au cœur des ténèbres, qui est connu, qui est aussi connu par toutes les réécritures, au premier rang desquelles Apocalypse Now, que l'on a vu, que l'on a même entendu en audio-livre, en podcast, etc. Cette idée de effectivement refaire intervenir la réalité dans le récit, est-ce que c'est finalement quelque chose qui... Est-ce que c'est un point qui est récurrent dans votre travail, ou est-ce que c'est un sentiment, une nécessité qui s'est imposée pour ce travail-là? C'est quelque chose, je crois, de récurrent dans le travail que je fais. Pour expliquer la manière dont ça s'est passé ici pour Le cœur des ténèbres, c'est que en relisant le livre il y a quelques années, j'ai été frappé par les descriptions que fait Conrad, disons des descriptions de type psychologique, par rapport à, disons, la manière dont la situation impacte son narrateur, par rapport à ce qu'il vit. J'ai fait des recherches stylistiques aussi assez longues d'analyse du texte. J'ai par exemple découvert que il y a des mots qui sont répétés de manière assez fréquente dans le livre. Il y a des mots qui sont dits 2 fois d'affilée. Et c'est pas quelque chose qui se produit une fois, c'est quelque chose que j'ai trouvé peut-être 7 ou 8 moments où ça se produit. Alors c'est assez curieux d'avoir des mots qui se répètent dans le texte. Et en fait, en faisant des recherches, j'ai découvert que ça peut être compris comme le symptôme d'un traumatisme. C'est-à-dire que la répétition est donc quelque part le signe d'un traumatisme. Ça m'a fait penser que il y a quelque chose qui n'est pas dit dans le livre de Conrad, probablement, ou peut-être, je n'ai pas trouvé d'indice biographique, disons, mais quelque chose auquel il a été confronté et dont il ne parle pas dans son livre, ou plutôt il en parle, comment dire, en inversion. C'est-à-dire, il en parle sans en parler. Ce dont il ne parle pas est ce qu'il y a quelque part dans le livre. Et donc, alors il y a d'autres éléments. Par exemple, il fait des descriptions d'états psychologiques qui sont proches de la dépression, par exemple, ou de l'attaque de panique, par exemple, qui sont des choses qu'on connaît mieux maintenant, mais qui à l'époque n'étaient pas, disons, étudiées comme elles le sont aujourd'hui. Et il le fait avec une exactitude clinique qui est assez impressionnante. Il a visiblement une compréhension, disons, de l'état psychologique post-traumatique. Et cet aspect-là m'a donné envie de retourner vers l'humain. C'est-à-dire, il y a la question politique, il y a la question sociale, il y a la question historique, mais il y a aussi la question, finalement, de l'expérience vécue par l'être humain dans des situations telles que celle de la colonisation, où s'exerce la violence. Et donc, quel effet ça provoque sur les personnes qui
qui y sont confrontés, témoins, complices, enfin un certain nombre de cas de figure. Ce que vous disiez, prenant quelques notes, voilà, tout à l'heure je parlais d'apparition, ça va vite m'amener à une question de récit, mais de votre récit, question de narration, mais alors je vais faire 2 questions en une et on reviendra sur la deuxième, mais ce qui frappe est vraiment déjà une absence de narration de narration au sens non pas réel mais au sens traditionnel du terme, et ça m'a fait penser, et ce que vous dites là m'engage encore plus à y penser. On est j'allais dire comme dans un rêve, plutôt comme dans un cauchemar, mais avec des éléments voilà, qui apparaissent comme, imaginez, vous êtes en train de rêver, vous passez d'un endroit à un autre sans savoir comment, vous voyez des choses qui vous apparaissent, qui n'ont pas fondamentalement, en tout cas à la première vue, des liens entre eux, sans savoir comment non plus. Et c'est ce que, effectivement, il y a derrière tout l'appareil narratif de Conrad, derrière tous ces éléments extrêmement classiques quand même d'une narration de la fin du 19e siècle, il y a ces éléments comme ça de fulgurance, d'apparition, de cauchemar, de rêve de cauchemar, et je trouve que vous le retranscrivez extrêmement bien. Est-ce que c'est quelque chose qui était dans votre esprit, ou est-ce que c'est un résultat qui, comme un inconscient d'un rêve, est apparu après. Alors, j'avais vraiment décidé dès le départ de ne pas faire un récit linéaire qui serait une forme d'illustration du récit. Je pense que c'est quelque chose qui peut être fait, qui a été fait, qui peut être intéressant, mais il me semble que ça se limiterait à illustrer des mots. Ma question était, ou la question sur laquelle je travaillais, était plutôt comment transcrire cette histoire en images, à travers le langage des images, et que les images ne soient pas là pour servir des mots ou les illustrer comme dans un livre illustré, un album ou même une bande dessinée séquentielle. Enfin bon. Donc comment rendre le livre, la nature, enfin ce qui me semble être la nature du livre à travers des images. Et donc, effectivement, c'était beaucoup de réflexion, disons, sur essayer de comprendre ce livre. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, par exemple, je trouve que même s'il y a la narration est plutôt linéaire dans Le Cœur des Ténèbres, moi, par exemple, j'ai du mal elle me semble décousue d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a des avancées en avance, on recule, on se retrouve, et je trouve qu'il y a une sorte d'insécurité dans le développement, le fil, disons, narratif du livre. Ça m'a fait penser qu'il y avait moyen d'aborder les choses autrement, finalement, à travers peut-être les émotions, et effectivement une sorte de narration qui est plus proche de disons, l'association d'idées et le rêve, peut-être. Et c'est vrai que rien que la formation du livre, qui est effectivement narrative, les phrases avancent, mais on a quand même quelqu'un qui nous raconte ce que lui raconte quelqu'un de ce qu'il a vécu. C'est-à-dire qu'il y a un écart qui est triple entre le fait d'être là-bas, quelqu'un qui revient, donc j'ai oublié le nom, mais enfin, voilà, qui revient de Marlowe, et qui revient et qui raconte au narrateur. Et donc il y a voilà, c'est comme un tamis, un triple tamis à travers lesquels on a la réalité de ce que l'un a vécu, une triple mise à distance de l'événement ou de l'histoire elle-même est très importante, parce qu'effectivement l'histoire est racontée par Marlowe sur un bateau à 3 autres personnes, si je me souviens bien, et Marlowe leur raconte cette histoire qui, dit-il, il a vécu en étant capitaine d'un bateau sur le fleuve Congo. Et certains épisodes qu'il raconte sont eux-mêmes des épisodes qui lui ont été reportés. Oui.
Euh, donc, ça donne un peu une idée, disons, d'une certaine manière, de la profondeur du cœur des ténèbres. Et d'une sorte de récit presque de légende, c'est-à-dire qu'à la fois on a Kurtz qui arrive, qui est vraiment ex nihilo de l'extérieur et qui, pour ceux qui sont de l'extérieur et qui arrivent après lui, c'est presque ancré dans ce monde-là et on est devenu une légende de tous ceux qui passent là, entendent son histoire et se la racontent encore et encore et encore, avec sans doute des éléments qui enflent, d'autres qui sont oubliés, et d'ailleurs, voilà, des blancs, je veux dire des blancs, oui, des blancs qui sont là, et la forme du recueil fait aussi que, voilà, il y a des éléments, et entre ces éléments, il y a des blancs, et c'est aussi peut-être le récit qui se fait pour chacun et par chacun. Et je regarde, je vous laisserai bien évidemment la parole à la salle. Quelques questions encore, je me permets encore une ou deux questions sur donc effectivement pas de narration au sens classique du terme, néanmoins des personnages, beaucoup de personnages qui sont à la fois de tout type, c'est-à-dire des victimes, des témoins et des bourreaux, et sur ces deux derniers, peut-être compliqué de véritablement délimiter entre témoins, juste témoins et bourreaux, ou en tout cas ceux qui ont regardé et n'ont pas fait grand-chose. L'idée effectivement de travailler une histoire à travers des personnages, tout en enlevant ce qui fait, enfin voilà, en enlevant la parole, puisqu'ils ne parlent pas. Comment est-ce que ça, j'allais dire non pas ça vous est venu, mais dans l'économie du récit, comment est-ce que ça fonctionne? Dans l'économie du récit du Enfin, de votre recueil. du recueil, bien sûr. Euh, Est-ce qu'il dialogue entre, je pense que ou est-ce qu'il n'arrive plus à ce sont dialoguer? plutôt je crois que ce sont des fenêtres pour essayer d'accéder d'une certaine manière à l'expérience humaine, dans sa complexité. S'il y a bien une chose qui est importante et que j'essaye d'approcher dans mon travail, c'est la question de la complexité de l'expérience humaine et du contexte. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir une opinion historique ou politique sur un certain nombre de choses, mais en fin de compte, ce sont des êtres humains, des individus qui sont confrontés à des situations qui parfois les dépassent et qui sont amenés à prendre des décisions qu'on peut considérer, ou que je considère comme mauvaises ou bonnes. Mais c'est un livre qui explore aussi cette question-là, c'est-à-dire quelles sont les conditions de la violence. Dans quelles conditions est-ce qu'un être humain est amené à faire des choses qu'il ne ferait pas dans d'autres conditions? Alors, par exemple, quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'il parle du contrôle social, c'est-à-dire qu'il explique Conrad explique, enfin son narrateur, Marlowe, explique qu'il y a une absence de contrôle social. Donc, des êtres humains se retrouvent dans un environnement où ils ont la force, le pouvoir, la puissance et aucun contrôle. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ce qui se passe, c'est Kurtz, justement. C'est qu'il n'y a plus de barrière à la volonté, disons, de toute puissance de l'esprit de certains êtres humains. Et c'est une réflexion qui je trouvais intéressante par rapport à la question de la colonisation, mais pas uniquement. C'est-à-dire que les situations de guerre, par exemple, sont des situations similaires. C'est-à-dire que, naturellement, il n'y a pas de contrôle social, il n'y a même pas de police. Enfin bon, les gens se retrouvent dans des situations où ils doivent gérer des choses et où, effectivement, à part peut-être les personnes avec qui ils se battent, enfin, c'est pas très bien, il y a peu de contrôle. Donc certains font des choses terribles. Et je crois que le cœur des ténèbres, en quelque sorte, ça parle aussi de ça. Je crois que ça parle beaucoup de ça. Bien sûr. Et il n'y a pas de contrôle social, et en même temps, il y a une grande présence sociale. C'est-à-dire qu'entre
par exemple comme sur cette planche-là, et la planche précédente, où quand ce sont les occidentaux, on les voit vraiment en tant qu'occidentaux, c'est-à-dire qu'ils sont reconnaissables. Si je me permets juste de remettre celle-ci, par exemple, on le voit par toute cette dimension sociale qui est là par le chapeau, par les habits. Il n'y a plus de contrôle social, mais il y a tout le enfin, pas le carcan, mais la puissance sociale bourgeoise, coloniale, qui est vraiment présente dans les différentes représentations de ces personnages-là. Et c'est assez, effectivement, maintenant que vous en parlez, enfin, non pas paradoxal, parce que c'est finalement assez logique dans ces conditions-là, mais c'est assez fort de le voir, c'est-à-dire de voir que ce sont eux qui sont si bien intégrés dans leur société qui vont faire exploser tous les cadres et n'en laisser plus aucun et laisser tout justement à la toute-puissance. En fait, l'apparence est probablement plus importante qu'on ne croit, c'est-à-dire que les signes extérieurs d'appartenance au monde, comment dire, au monde de l'homme blanc, au monde technologique, au monde qu'ils appelaient eux évolué, dans le sens qu'il y aurait des gens évolués, d'autres pas évolués. Enfin, ces signes extérieurs sont importants. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est leur justification. C'est-à-dire que la puissance de la technologie ou le costume, par exemple, le fait d'être en costume en plein milieu de la jungle, sur un bateau, c'est très important parce que c'est leur justification. Enfin, c'est comme ça que je le comprends, disons. Ça permet de justifier ce qui est en train de se passer. Et ça crée aussi, évidemment, la différence entre le barbare et le non-barbare, d'après eux, bien sûr. Absolument. J'aurais deux dernières petites questions. Une sur le recueil, une un peu annexe. Sur le recueil, on a beaucoup de personnages. L'ouvrage de Conrad, mine de rien, Kurtz est à un moment, on nous l'explique, finalement, il fait sa fortune de l'ivoire, donc il tue masse des animaux. Il y a assez peu d'animaux, un vautour mort, carcasse, et il y a ce scarabée qui est en couverture. D'une part, finalement, j'ai la sensation, et vous me direz si je me trompe, c'est tout à fait possible, mais qu'on a, c'est souvent ce qu'on a enlevé du récit un peu enlevé du récit de Conrad, cette dimension animalière très africaine, entre guillemets, de destruction massive des animaux, qui finalement, si on le compare, colonisation africaine, colonisation américaine, je veux dire les éléphants, les bisons, même combat finalement. Et donc, si on reprend Apocalypse Now, on a, dans mes souvenirs, on a peu c'est très humain, c'est des relations humaines, des mythes humains, et on a assez peu d'animaux. Comment on se dépêtre un petit peu de cette faune finalement qui est présente dans l'ouvrage? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on n'en fait pas? Est-ce qu'on volontairement on n'en fait rien? Oui, alors c'est une question intéressante qui, je crois, touche à la question des super prédateurs. C'est-à-dire que la plupart des grands prédateurs ont disparu des continents parce que l'être humain est arrivé avec une forme de technologie qui lui a permis de prendre très vite, de tuer très vite et très facilement, de supprimer, disons même, les grands prédateurs. C'est le cas sur un certain nombre de continents, pas en Afrique en fait, où subsistent des super prédateurs animaux. Ce qui est très frappant dans les images, les photographies que j'ai pu découvrir au Musée de l'Afrique, c'est les images
auxquelles on peut s'attendre, bien sûr, mais enfin, les voir, c'est quand même une expérience. C'est-à-dire que les images de trophées d'animaux, mais alors, ça n'est pas une tête d'hippopotame, c'est 30. Il y a vraiment quelque chose d'excessif, d'incroyablement excessif dans la volonté de montrer sa puissance à travers la capacité de l'homme à tuer un prédateur et un super prédateur. C'est-à-dire que d'une certaine manière, symboliquement, je crois qu'il décide de remplacer, de devenir le super prédateur. Et donc, quelque part, il doit l'éliminer complètement. Il doit achever de l'éliminer et montrer qu'il le fait. Évidemment, ça tombe bien parce que, si je puis dire, parce que l'ivoire, disons, a beaucoup de valeur et donc c'est parfaitement cohérent avec sa manière de voir les choses, de transformer du vivant en argent finalement, voilà, en ressources. Et donc, j'ai décidé de montrer très peu d'animaux. Et singulièrement pas de prédateurs. En fait, les seuls qui sont présents sont donc effectivement un vautour, qui est donc effectivement celui qui vient quand le crime est fait, enfin, et donc qui vient simplement terminer le travail, si je puis dire, enfin, qui est un peu et alors l'insecte, je pense, c'était un peu un clin d'œil aussi parce que pour moi, parce que je m'intéresse beaucoup à Kafka et voir ce qu'on appelle un Goliath beetle, donc c'est le nom de ce scarabée. Je trouve que ça dit quelque chose de la question de l'étrangeté aussi. Et donc je posais une question, l'année dernière le festival était consacré à l'animal, l'année dernière aussi on a précisément dans cette salle, on a organisé, voilà, le festival se déroulait quelques mois après le début de la guerre en Ukraine et on avait organisé dans cette salle un certain nombre de tables rondes un peu à la hâte, mais pour montrer, c'est pour développer l'intérêt sur un certain nombre de sujets liés à l'Ukraine. Et en discutant un petit peu avant, vous m'avez parlé, et c'est pour ça que j'y pense, qu'on est vraiment dans cette même salle, donc j'en profite pour vous poser la question, ou vous en faire en parler un petit peu, que vous m'avez parlé, que vous aviez fini de réaliser, ou étiez en train de finir de réaliser un film à propos de la guerre en Ukraine. On parlait tout à l'heure de moments des conditions de la violence et des moments où ces conditions peuvent exploser. Typiquement, c'en est un aussi. Est-ce que vous voulez nous en dire deux mots et après je passerai la parole à la Oui, salle. alors effectivement, c'est le prochain, le travail suivant auquel je me suis attelé après ce livre. J'ai terminé de réaliser un court-métrage d'une trentaine de minutes qui est réalisé à partir d'images filmées par des soldats, des combattants sur le front, des combattants ukrainiens ou russes. Et donc, ayant été confronté d'une certaine manière à ces images, j'ai été interpellé par leur absence dans nos médias, en fait, dans l'environnement dans lequel on se trouve d'un point de vue médiatique. Et j'ai décidé de réaliser un film de fiction à partir de ces images. Et donc ça, c'est un travail que je termine maintenant. Je crois qu'il y a un certain nombre de parallèles avec ce travail sur Conrad, c'est-à-dire la question de l'expérience humaine, disons, et aussi la question de l'irruption de la violence, disons, et l'imagerie, disons, la représentation de la violence. Et donc ça, c'est un projet que je viens de terminer et que je vais montrer en festival normalement l'année qui vient maintenant. Voilà. Mais donc effectivement, je crois que j'ai décidé d'assumer le fait que c'est un travail, disons, antimilitariste et qui a pour but
à côté de la manière dont on parle de la guerre en Ukraine dans nos médias, c'est-à-dire que c'est souvent une question politique ou même d'armement, enfin bon, un certain nombre de choses. Je pense que le but est de retourner quelque part à l'expérience humaine. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui, ça serait plus cohérent. Mais en fait, le bois pour la gravure n'est pas si facile à trouver. Oui, alors il y a la question de la densité du bois. C'est-à-dire que je crois que chaque graveur, d'une certaine manière, doit trouver le bois ou le support qui lui convient. C'est-à-dire que il y a des gens qui font par exemple de la linogravure, dont on parlait là tout de suite, c'est-à-dire que finalement on creuse dans une forme de plastique, si je puis dire, mais qui a une densité et une manière de réagir à l'instrument qui est particulière. Oui. Un des grands thèmes qui est lié à ça, je pense, et qui explique ceci, c'est que quelque chose qui apparaît dans le texte, mais pas seulement, c'est le fait que l'horreur est capable à la fois de nous horrifier, si je puis dire, mais aussi de nous fasciner. Il y a sans cesse un double mouvement, simultané même, à la fois de fascination et d'horreur. Tout à fait. Et oui, tout à fait. En parlant de la guerre, je me souviens avec un des auteurs, Jacques Richard, de ma maison d'édition, il me disait c'est terrible ces images, je suis à la fois fasciné et horrifié. Par exemple, j'ai du mal à ne pas regarder, mais en même temps, après, je me dis mais pourquoi je regarde ça? Enfin bon. Et donc, finalement, on culpabilise d'être attiré par l'horreur. Mais je pense qu'il faut accepter l'idée que le mouvement est toujours double, simultanément double. C'est-à-dire qu'on est à la fois fasciné et horrifié. Je crois que ça fait partie de notre rapport à ces images et que, d'une certaine manière, c'est un rapport qu'il faut accepter. Oui, alors dans le film, justement, il y a quelque chose d'intéressant visuellement. C'est que vous savez que malgré le droit international, des Russes, par exemple, mais enfin, on font des bombardements au phosphore. Par exemple, sur Bakhmout, maintenant, ils ont terminé leur assaut par des bombardements au phosphore. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des images de ce type de bombardement. C'est tout à fait incroyable parce que le phosphore tombe de manière très lente. Donc ce sont toutes des boules de feu, si vous voulez, qui tombent un peu comme de la neige. Alors à regarder, c'est absolument, c'est très très beau. Il n'y a rien d'autre qui ressemble à ça. Alors comment ça se passe? Le phosphore tombe et en fait il crée une réaction chimique avec l'eau qui se trouve dans les choses. Et ça crée un gaz qui tue
qui tue les gens. Bon, là, c'est terrible. Et il y a ces images de bombardement que j'ai choisi de montrer. Je crois que c'est important de savoir que ça se passe. De nouveau, je trouve qu'on en parle très très peu, on montre très peu ça. Et c'est directement suivi par une séquence où des soldats se réfugient dans une maison pendant un de ces bombardements. Et ils filment avec une caméra qui est... En fait, beaucoup est filmé avec des caméras GoPro, on appelle ça. C'est-à-dire des caméras que les gens portent sur eux pour filmer, donc ils se battent. Et donc c'est une vue à la première personne. Et donc vous êtes directement plongé, après la beauté, disons, de ce bombardement, vous devenez la personne qui est bombardée. Et vous êtes piégé dans une maison dont vous ne pouvez pas sortir. Et l'extérieur, tel que c'est montré par la vidéo, est uniquement de la lumière. En fait, le phosphore est très lumineux, donc quand il brûle, donc vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment, il y a un bruit terrible, et ces gens qui sont coincés là essayent de survivre. C'est-à-dire qu'à un moment, ils vont dans la cave, non, ça ne marche pas, ça continue à tomber, il y a un bruit terrible, et heureusement, ils finissent par parvenir à monter dans un véhicule et à s'enfuir le plus vite possible. Et toute cette séquence dure 10 minutes. Et elle montre d'une certaine manière le chaos de cette expérience. C'est-à-dire que c'est à la fois beau, ça tombe, et en fait ça tue. Je pense que ça nous parle, en tout cas, je pense que ça nous parle de notre rapport à ces images, mais aussi de ce que c'est, de ce qui se passe, voilà, de ce qui est vécu là-bas. Alors je termine le film en montrant des images de gens qui souffrent de syndrome de stress post-traumatique. C'est-à-dire que c'est un concept qu'on connaît naturellement, qui est étudié depuis un certain nombre d'années. Enfin bon, il y a eu la guerre du Vietnam, on parle de la Première Guerre mondiale. Enfin bon, ce qui est assez frappant, disons, dans les images ici, c'est que vous avez des vidéos de gens qui en souffrent sur le champ de bataille. Je veux dire que tel soldat dans une tranchée, dès qu'il y a un bruit d'une explosion, se met en position fétale automatiquement, dès que ça explose. Et donc, d'une certaine manière, ces images montrent, je trouve, très bien, même si c'est dur, ce que la guerre fait aux hommes, à ceux qui la vivent, à ceux qui y sont confrontés, et pas seulement les soldats, mais aussi disons, les gens, les citoyens qui sont dans les zones de combat. Oui. Alors effectivement, c'est pas je ne conçois pas ça comme un documentaire. Ma question au départ, c'est qu'est-ce qu'il faut faire de ces images? Qu'est-ce qu'on doit en faire? Est-ce qu'on doit les regarder? Est-ce qu'on ne doit pas les regarder? Est-ce qu'il faut, comme on ne nous les montre pas, mais qu'elles sont sur Telegram, sur Reddit, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Je veux dire, en tant que citoyen, qui prend des décisions dans la vie de tous les jours, qui vote politiquement, qu'est-ce qu'on doit faire de cette expérience directe de la guerre qui est relativement inédite? Et donc, en tant qu'artiste, j'ai décidé de trouver un moyen de montrer ces images, de les laisser avoir. Et pour faire ça, j'ai créé un film de guerre. C'est-à-dire que j'ai utilisé le genre du film de guerre, si vous voulez. Mm-hmm. Oui. Alors, c'est intéressant aussi. Donc, il y a les sons des vidéos, si vous voulez, je ne sais pas, comme le bombardement dont je parlais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de soldats rajoutent de la musique sur leurs vidéos. Donc, avant de les poster, ils rajoutent la musique. Alors, par rapport aux films de guerre, c'est pas du tout de la musique comme dans les films de guerre, c'est plutôt la musique qu'ils écoutent et de la musique qui résonne avec ce qui est montré, l'expérience qu'ils vivent. Et donc j'ai remonté les images en reprenant les musiques qui étaient mises par les soldats
et en remontant l'ensemble pour que, d'une certaine manière, l'expérience qui est proposée soit proche de celle qu'ils mettent à disposition, d'une certaine manière. Il y a peu de paroles. Il y a parfois des séquences d'action, par exemple, où il y a quand même des sous-titres, ou par exemple il y a une séquence où les soldats arrivent dans la banlieue d'une ville et ils sont accueillis par la population. Et alors là, ils échangent. C'est assez touchant comme moment. Donc les populations leur disent, oui, on vous attendait, ne partez pas, restez ici. Et donc la manière dont ils interagissent. Voilà. Donc je comprends que il y a la question que ce n'est pas un documentaire, je ne suis pas allé sur place. Plutôt, je me suis posé comme un récipiendaire, disons, de ces images et de me dire que faire de ces images. Voilà. Une petite dernière question, si... Juste, enfin, finalement, dans les deux cas, on est face à une expérience, c'est-à-dire que je vous invite vraiment à lire le recueil, à tourner les pages. C'est une expérience. Le film, je n'ai pas vu les images, effectivement, j'en ai vu passer. C'est aussi des expériences presque. Alors là, ce n'est pas direct, là, c'est médié par le médium précisément, par la technique plutôt que le médium, par vos choix. Là, c'est quelque chose qui est médié aussi par le montage, mais peut-être plus brut. Mais dans les deux cas, effectivement, il y a une forme de ressenti et d'expérience qui est importante parce qu'on est quand même dans un monde où on le fait là, donc je ne vais pas je prends ma part, mais on est dans un monde où on commente beaucoup, où on parle beaucoup. Effectivement, l'ordinateur s'éteint, mais c'est un signe. Mais en tout cas, de revenir à une expérience directe des choses est aussi... Chaque soldat qui s'engage dans l'armée ukrainienne reçoit un nom de code. C'est le nom par lequel on l'appelle sur le champ de bataille. Il perd son identité et devient membre de l'armée, et donc il est appelé, c'est des surnoms. Par exemple, il y a une soldat assez connue, dont le nom de code, le call sign est Witch. Et donc ils ont tous des... Alors ici j'ai inventé un call sign qui s'appelle Valhalla. Le Valhalla, c'est donc le paradis des héros dans la mythologie. Quand vous verrez le film, vous comprendrez pourquoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À toutes et tous d'être venus. Je vous rappelle qu'il y a des exemplaires du recueil au quartier Henri IV, qui est un tout petit peu plus à droite, au Salon du Livre. Je vous invite au niveau de la librairie du Centre Wallonie-Bruxelles. Et je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée et de belles conférences à venir jusqu'à ce soir. Merci beaucoup.